vais aborder là mon point final en fait, c'est que à travers ce voyage en fait, on a pu visiter différents aspects des colons israéliens, des Palestiniens chrétiens, etc. Je pense qu'il y a un aspect qu'on ne prend pas forcément en compte parce qu'on nous renvoie facilement d'un compte d'un autre. Alors, tu es pro-israélien ou tu es pro-palestinien. Si tu critiques les Israéliens, tu es anti-antisémite, etc., etc. On ne prend pas forcément en compte l'aspect humain des choses. On peut le remarquer par exemple dans les conflits. Si à ce jour il y a un Palestinien qui meurt, injustement, ça n'aura pas la même valeur dans les médias qu'un Israélien qui meurt injustement. Non, bien sûr, c'est ça. Donc, il faut, et d'ailleurs même le ministère des Affaires étrangères israélien disait, on a cette politique. S'il y a un membre parmi nous qui meurt, il faut que de l'autre côté il meure. Ouais. Pour les faire comprendre. De l'autre côté, si quelqu'un meurt, on va se venger. Parce que là, on n'humanise pas la douleur en fait. Et ça m'a marqué quand même. Et j'ai eu la chance de rencontrer une association sur place qui était des gens qui avaient perdu des enfants, des deux côtés. Et qui faisaient le voyage des deux côtés. Parce qu'il faut savoir que sur place, il est formellement interdit d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire de franchir la frontière, sauf si on a un permis pour travailler. Mais j'étais impressionné de savoir par exemple qu'il y a une loi israélienne qui interdit aux citoyens d'aller visiter un Palestinien, enfin d'aller de l'autre côté. Donc ce qui fait qu'on reste dans ces clichés. Et je pense que ce qu'on peut nous faire ici en Suisse, c'est d'essayer d'être un peu l'intermédiaire de ces deux parties et d'humaniser les gens en fait, d'humaniser les émotions et de ne pas simplement dire c'est un conflit complexe qu'on ne peut pas résoudre, etc. Le conflit n'est pas complexe, mais il n'est pas une question d'humaniser les deux questions, les deux. Vous n'aurez pas d'influence, et ils s'en fichent des Suisses, ils s'en fichent des Belges, ils s'en fichent des Européens, ils s'en fichent des Américains. Ils s'en ficheront pas nous le jour où on dira ce qu'on pense, mais tant qu'on ne dit pas ce qu'on pense, tant que nos hommes politiques n'osent rien dire, ils s'en ficheront complètement de nous. Donc, c'est pas qu'il y a un absent. Ça, il a Mbappé, par exemple, il dit ça très bien, d'essayer de discuter là-bas, ça veut faire la paix entre eux. Mais nous, ce sont rééquilibrons le rapport de force. Tant que le rapport de force est tellement en faveur d'Israël, et ce rapport de force est en partie, pas uniquement, constitué par le soutien occidental, ils n'ont aucun intérêt à faire la paix. C'est évident qu'ils mettent les autres en bateau, ils nous mettent en bateau, ils mettent tout le monde en bateau. Tous ces trucs, toutes ces négociations, etc., c'est de la foutaise. Je veux dire, c'est marrant que, par exemple, il y a un politique belge de droite, d'ailleurs, Carole de Gucht, qui était commissaire européen à un moment donné, quand on a parlé de énième négociation qui allait avoir lieu entre Palestiniens et Israéliens aux États-Unis, il a dit, vous savez, il faut rester à la maison, parce qu'avec le poids du lobby aux États-Unis, il faut toujours courir. Enfin, il a dit quelque chose d'assez brutal, je ne le cite pas de mémoire, je le cite de mémoire, mais c'était ça la substance. Non, il y a eu, et c'est très marrant, là, il y a eu des appels demandant à Barroso de le forcer à démissionner de la Commission européenne, appel fait dans le Wall Street Journal, etc., donc de la part directement des États-Unis. Et là, ils ont tenu bon. Je veux dire, mais chaque truc, il faut résister aux pressions, résister aux pressions, résister aux pressions. Défendre le droit, ça c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'on ne peut rien faire pour la situation sur place. Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de rapport de force. C'est pas plus qu'il y avait une incompréhension entre les Français et les Allemands pendant l'occupation. C'est une occupation militaire. C'est une occupation militaire. C'est les soldats à la frontière qui empêchent le droit au retour. C'est un rapport de force militaire. Ce rapport de force militaire, il est soutenu par, principalement par les États-Unis, ça c'est vrai, mais maintenant, aujourd'hui, de façon diplomatique, de plus en plus par la France et la Grande-Bretagne. Et le peuple ne vous laisse pas par les citoyens. Si vous humanisez les choses, le ne pourra rien faire. Il ne pourra pas vous empêcher d'humaniser l'émotion. Par contre, là, il vous dit directement, vous êtes pro-palestinien, taisez-vous. Mais je ne suis pas pro-palestinien, je suis pro-justice, je ne suis pas pro-palestinien. Je n'ai pas d'attachement sentimental, culturel, ethnique à un groupe ou à un autre. C'est une question de justice et c'est une question de paix, et c'est une question de paix aussi à l'intérieur de notre propre pays. Et ultimement, de notre propre droit à l'autodétermination sur notre parole et sur notre politique étrangère. Merci. Si vous avez entendu parler du député belge Laurent Louis, Oui. on ose critiquer Israël ouvertement, mais c'est vrai qu'il est ridiculisé dans tous les médias. C'est quelqu'un de très courageux, c'est, je crois, le seul
très à droite, en fait même dont le dirigeant est assez sioniste, mais lui n'a jamais été, et il a été exclu de ce parti, donc maintenant il est totalement indépendant. Il a créé son propre parti, mais ce n'est pas un véritable parti, si vous voulez. Et alors il fait des interventions à la Chambre, assez régulièrement, sur les guerres, sur Israël, etc., et sur d'autres sujets aussi. Et bon, c'est vrai qu'il est... c'est vrai qu'il est diabolisé, ça c'est vrai. Mais bon, je préfère pas me lancer dans une discussion à son sujet, parce que ce serait trop éloigné de... Comment dire, on peut en parler après si vous voulez, mais je ne peux pas rentrer dans une discussion parce qu'il faudrait expliquer trop de choses sur la politique intérieure belge. On va en discuter en détail. Mais ce que vous dites est juste. Par contre, vous avez cité tout à l'heure l'Union juive pour la paix en France. Je croyais qu'ils étaient plutôt antisionistes. Ah oui, ils sont tout à fait critiques d'Israël. Ils sont très critiques d'Israël. Mais j'ai jamais dit le contraire. C'est ça tout le problème. C'est que vous avez des gens qui sont très critiques d'Israël, mais qui ne sont pas prêts à, en tout cas dans mon cas, à d'abord débattre avec moi évidemment, mais à même, comment dirais-je, accepter, comment dire, oui, je dirais accepter de débattre avec moi, je veux dire, pas tous, je dis pas tous, mais bon, je peux vous raconter une autre histoire, ça c'est BDS, c'est pas du l'Union juive française pour la paix, mais il y a eu une réunion à Paris du groupement national BDS où j'ai appris que j'étais un peu à l'ordre du jour. Alors moi, je ne fais pas partie de ce mouvement. Je veux dire, pourquoi j'étais un peu à l'ordre du jour? Parce qu'une personne avait mis un texte de moi sur la liste de diffusion sur l'ordre d'Israël. Un texte que vous pouvez lire, qui s'appelle 3 idées simples. Bon. Et toute une... Les gens sont excités, ils ont fait un dossier sur moi, ils l'ont distribué aux gens, etc., avec mes soi-disant liens, etc. Et donc, ce que je reproche à certains de ces militants qui sont très pro-palestiniens, c'est de justement ne pas comprendre que la première des choses à faire, c'est de respecter les droits de leurs propres citoyens. De respecter leurs propres citoyens. Bien sûr, moi je ne suis pas palestinien, bien sûr je ne suis pas opprimé, bien sûr moi je ne suis pas au checkpoint, bien sûr. Mais si, même moi, comme je l'ai dit, avec toutes les anecdotes que je vous ai racontées, dont je me fiche éperdument, ça ne m'influence absolument pas. Et je ne suis pas courageux. Ce n'est pas une question de courage, notamment dans une situation où ça ne peut pas m'affecter. Mais d'autres personnes qui viseraient des carrières politiques, ça les affecterait très fort. Donc évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que je leur reproche, c'est que comme ils ne veulent pas, en général, ils veulent taper sur Israël, il faut dénoncer Israël, et aussi dénoncer les méchants européens, américains qui soutiennent Israël. Et sans jamais se poser la question des raisons du soutien officiel républicain. Et sans alors vouloir s'attaquer à ces raisons. Parce que dès que vous parlez des questions du lobby avec eux, pas tous, mais certains d'entre eux, ils deviennent très nerveux. Et donc, c'est ça le problème. Et même s'ils ne sont pas d'accord avec moi sur le lobby, je m'en fiche. La question, c'est de ne pas utiliser ces armes d'accusation d'antisémitisme, de calomnie, d'accusation, oui, on l'a rencontré avec un tel, il fréquente un tel, il y a d'extrême droite, ou des choses comme ça, sans preuve. Parce que le premier respect que vous devez avoir si vous menez une politique, c'est vis-à-vis de vos propres concitoyens, pas vis-à-vis de gens qui sont étrangers. Je vais citer un philosophe que vous connaissez sans doute très bien, puisqu'il est de Genève, c'est Rousseau. Il se moquait de ces gens qui faisaient semblant d'aimer les Tatars pour se dispenser d'aimer leurs voisins. Maintenant, remplacez les Tatars par les Palestiniens, et vous trouvez la critique que je fais, parce que les voisins, c'est nous, et alors, où sont nos droits bon. Mais je suis ouvert à la critique, ils me critiquent. Mais une chose, c'est de critiquer, et d'autre chose, c'est d'essayer d'empêcher qu'un débat ait lieu, que quelqu'un parle à un endroit, essayer de supprimer des salles, etc. Ça, c'est pas de la critique, c'est de la censure. Est-ce que vous pourriez explorer cette notion d'antisémitisme? Parce que dans le fond, j'ai beaucoup de connaissances qui seraient d'accord d'aider à la cause, disons, reconnaissance de la Palestine, mais qui ont peur d'être antisémites. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire d'être antisémite. À part de critiquer bêtement les Juifs, mais j'entends, pourquoi ce mot fait si peur? Évidemment, à cause de l'antisémitisme historique et de ce qui s'est passé pendant la guerre, mais le problème, c'est qu'il y a quand même, où est le lien entre ce qui s'est passé pendant la guerre et la critique d'Israël, et j'insiste, ou des organisations dites représentatives, parce qu'il n'y a pas de preuve de représentativité, qui sont ici. Où est le lien? C'est ça le problème. Or, c'est ça, comme je dis, la critique d'Israël n'est plus vraiment nécessaire, dans le sens que l'opinion publique change,
Mais la critique publique d'Israël de la part de gens qui ont des responsabilités, pas vous et moi dans un café, mais des gens qui ont des responsabilités, ça c'est le pas qu'il faut franchir, et pour ça il faut casser les mécanismes d'intimidation. Et ça, c'est justement là, si vous attaquez au lobby, on vous dit, c'est le mythe du pouvoir juif. C'est ce que disaient les antisémites d'avant-guerre. Il y a un pouvoir juif qui contrôle tout, qui a fait la révolution russe, qui a fait la révolution française. Alors, vous pouvez tout trouver sur vous trouvez toutes les conspirations que vous pouvez imaginer sur le pouvoir juif, c'est-à-dire le pouvoir juif. Et donc, ça c'est ça, c'est là où, si vous voulez, vous pouvez dire que les gens peuvent dire des choses excessives sur ce pouvoir, mais le problème c'est que ma réponse est toujours que la réponse aux excès, c'est de permettre un débat ouvert. Si vous interdisez le débat ouvert, alors vous aurez des réactions excessives, parce que les gens se sentent frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer, et alors vous avez des réactions excessives. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, moi je pense que l'antisémitisme monte de façon cachée, mais il monte. Et à voir ce qui se fait sur le site web, sur les gens, les remarques que les gens font sont très virulentes. Là où elles ne sont pas censurées, elles sont très très virulentes. Moi, je pense que c'est mauvais, moi je ne suis pas pour, mais je ne suis pas d'accord que ma proposition encourage cela. Je pense que ma proposition est en fait une façon de combattre l'antisémitisme, de le combattre réellement, pas de façon incantatoire et sans... Et par exemple, je peux... Si vous avez quelques minutes là-dessus, je peux vous donner un exemple que j'ai trouvé sur le web, d'un article qui s'appelle « La véritable raison pour laquelle Jean-Henri Picmont soutient la liberté d'expression des antisémites et des néo-nazis ». Donc il y a une véritable raison, donc moi j'étais pas au courant, mais... Alors, c'est un truc. Et alors, il cite un livre, justement, c'est à propos de l'Union juive française pour la paix. Il parle d'un monsieur Stamboul, là je peux le citer parce qu'il a écrit un livre, il le cite. Et il est vice-président, enfin il est une personnalité éminente de l'Union juive française pour la paix. Et mis tous ses écrits, il a écrit un livre, Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement, qui vient de sortir. Et dans ce livre, il explique que la défense de la liberté d'expression provient de mon antisémitisme. Et il cite des mails qui, à mon avis, ont été envoyés à une tierce personne et qui m'ont été forwardés. Mais ici, ils prétendent que c'est des trucs que je lui ai envoyés. Je ne crois pas parce que je suis plus en contact avec lui depuis un petit moment. On a eu des échanges de mails, mais je crois que ce n'est pas des mails directement. Mais enfin, même si c'est le cas, normalement, on demande la permission aux gens de publier des mails. Non, il ne m'a rien demandé. Donc, il publie ça dans son livre. Ce n'est pas des trucs publics. Alors, je vais vous citer des textes qui, après, vous jugerez, et c'est hors contexte. Enfin, je dirais quelques mots sur ce que je vais vous dire, mais vous allez voir comment ça procède. Il dit, alors moi je dis, bien que l'antisémitisme et l'antisionisme soient conceptuellement distincts, je pense qu'ils sont néanmoins psychologiquement reliés. Et je veux dire par là qu'évidemment, quand les gens sont opposés à un État qui se définit comme juif, à des communautés qui se définissent comme juifs, à des intellectuels qui se prétendent juifs, le glissement de l'hostilité politique à une hostilité vis-à-vis du groupe est psychologiquement relié, de même que pendant la guerre, les gens n'étaient pas anti-nazis, ils étaient anti-allemands, etc., etc. Dans tous les conflits, qui sont politiques au départ, mais qui sont liés à des identités ethniques, religieuses, linguistiques, etc., il y a des conflits de type ethnique, comme il y en a en Belgique entre les francophones et les néerlandophones. Je veux dire, j'ai rien dit de spécial, sauf que j'ai appliqué cette action. Alors je dis aussi, là où la solidarité palestinienne est la plus forte au Moyen-Orient, c'est là que l'antisémitisme est le plus fort, tandis que là où l'antisémitisme est le plus censuré, aux États-Unis et en Allemagne, la solidarité avec les Palestiniens est la plus faible. De nouveau, je constate cette corrélation. Cette corrélation n'est pas contestable. Il y a des tas de preuves. Moi, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient, mais je veux dire, il y a des tas d'exemples qu'on peut donner. On vend des livres d'Hitler, des livres révisionnistes, des protocoles des sages de Sion, des tas d'anecdotes comme ça. Et vous pouvez voir des tas de déclarations qu'on peut considérer comme antisémites. Je dis simplement, c'est un fait. Là où effectivement le conflit est exprimé, etc. Alors, si on résolvait le problème, alors je pense que l'antisémitisme diminuerait. Donc moi, je vois toujours la dialectique, l'antisémitisme est lié au conflit, mais il n'en est pas la cause, mais la conséquence. D'accord? Alors, je dis aussi, la première tâche du mouvement de solidarité devrait être de défendre la liberté d'expression
et de libérer la parole non juive sur les sujets, la Palestine, etc. J'ai expliqué aussi pourquoi la seule façon de lutter réellement contre l'antisémitisme est de mettre fin à la, entre guillemets, lutte contre l'antisémitisme telle qu'elle est menée aujourd'hui. C'est-à-dire essentiellement ce que je vous ai dit ce soir. Et il cite ça, et ça c'est la preuve que je suis ignoble, d'après l'article ici, je ne sais pas, l'attitude crapuleuse de Bricmont vis-à-vis de l'antisémitisme et sa forme non moins crapuleuse d'antisémitisme de Bourgeois. Il n'y a aucun terme qui est épargné. Enfin, ça c'est dans l'article, mais pas dans le livre. Enfin bon, le livre, et donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça c'est quelqu'un qui est très pro-palestinien. Très pro-palestinien. Mais à aucun moment il va se demander si, par exemple, s'il était mails sans demander d'autorisation, est-ce que ça se fait, est-ce que c'est convenable, quel est le respect derrière moi? À partir du moment où je suis une crapule, tout le moyen sont bons pour me combattre. C'est normal. On ne va pas mettre des gants pour combattre le nouvel Hitler, c'est-à-dire moi. Mais évidemment, tant que vous êtes dans ce climat d'hystérie, on n'avance pas, tant qu'on accepte le climat d'hystérie. À un moment donné, il faut dire calmez-vous, Bricmont, qu'est-ce qu'il a dit exactement, est-ce qu'on peut discuter, comme je viens de le faire, etc. etc. C'est ça ce qu'il faut faire. Et il faut faire pas seulement avec moi, avec tout le monde. Ah oui, madame. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est tout. Je n'ai rien d'autre. Oui, parce que là, aujourd'hui, on voit que dans les médias, notamment par très peu, et notamment sur le web, on va donc intervenir là-dessus, mais il y a aussi Alain Soral, et toi, Alain Soral, c'est par exemple beaucoup plus suivi que vous, mais ses propos sont résolument antisémites par deux. Et puis, il emploie toujours des formes qui fait des mélanges, soi-disant un complot, quelque chose de complètement invérifiable, mais il a tout un tas de gens qui boivent ses paroles, alors que le fond est vraiment, pour le cas, tout à fait antisémite. D'ailleurs, il vous cite à un moment en disant « Je ne comprends pas mon contexte d'antisémitisme parce que Jean Bricmont tient tout à fait les mêmes propos. » Je l'ai vu en vidéo. Il tient tout à fait les mêmes propos en Belgique et il n'a rien contre ça. D'abord, je vous ai montré, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas vrai que je n'ai rien, comme vous le dites. Mais c'est vrai que lui est un militant politique à temps plein. Moi, j'ai quand même une profession, je fais peu d'intervention politique. Je fais peu d'intervention politique d'abord, et c'est vrai que, disons, on va dire l'approche générale, la philosophie politique sous-jacente est très très différente. Si je peux me permettre sur la responsabilité morale, soi-disant, justement, c'est l'épée de Damoclès qu'on a tous au-dessus de nous, et la responsabilité morale du gouvernement israélien vis-à-vis de tous les blancs palestiniens. C'est quand même ça qui ferait chasser, justement, soi-disant. C'est ce que j'ai dit. On se lave les mains de ce qui se passe aujourd'hui au nom de culpabilité pour les trucs qui sont passés avant la naissance. C'est la définition même de l'hypocrisie. Mais de son peuple, le gouvernement israélien. Ah oui, oui, mais supposons que vous disiez maintenant tous les juifs sont coupables de ce que font les Israéliens. Non, personne ne dit ça. Mais alors pourquoi dire que tous les non-juifs auraient entendu les Suisses, parce que les Suisses n'étaient pas impliqués dans la guerre, mais tous les gens des pays occupés qui ont mené la collaboration sont coupables de ce qui s'est passé dans la guerre. C'est ça le raisonnement implicite qui est tenu sur la culpabilité. Mais bon, ok, je ne savais pas ce que ça m'intéresse que vous me donniez la référence, parce que je ne savais pas qu'il avait dit que je n'avais pas entendu. Moi, je savais qu'il avait justement qu'il avait critiqué Michel Cornet moi-même pour ne pas être assez radical dans nos critiques. Et bon, moi, je m'en fiche, je dirais qu'il peut dire ce qu'il veut, moi je dis ce que je pense, et puis c'est tout, je vais expliquer ce que je pense. Je ne veux pas rentrer, ça ne m'intéresse pas, comment dirais-je, rentrer dans la critique de gens comme ça. Ce n'est pas mon problème. D'autres le font, ils attaquent. Je ne veux pas attaquer les gens qui sont attaqués, d'autres le font. Mais par exemple, ce qui est symptomatique, c'est qu'un ami musulman en Belgique a voulu organiser un débat entre lui et moi. Il a trouvé de ça, évidemment. Il avait déjà organisé d'autres débats. Il a même organisé un débat entre une rabbine, donc une femme rabbin et moi. Donc ça, c'était pas si fou, une seule. Voilà. Il me semble qu'à un moment donné, en comparaison avec la situation en Algérie, vous avez dit qu'il n'y a pas entre les gens en Palestine qui se battent, il n'y a pas le même avis et qu'il n'y a pas de résistance. En fait, c'est juste ou pas ce que vous dites? Il me semble que vous avez dit oui, ça. vrai. Mais il me semble que la lutte de l'UEP est passée par le bain de sang. Ils étaient les membres de l'UEP, ils étaient soit assassinés, soit prisonniers. Vous parlez de document de quoi? L'organisation de l'UEP. Oui. Ah oui, mais oui, bien sûr.
Mais ce que je veux dire par là, ce que je fais comme remarque, c'est que d'une part, il me semble, je ne suis pas spécialiste de l'histoire, mais dans les exemples que j'ai donnés du Vietnam, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, il y a eu une unité dans le mouvement de libération de buts. Bon. Les buts ont été définis et on s'est tenu à ces buts. Et que dans le mouvement de solidarité, on a suivi ce qui était demandé dans le mouvement de libération. Dans la mesure où il y avait un mouvement de solidarité, il n'était pas toujours très grand, c'est autre chose. Mais dans la mesure où il y en avait, les gens ici ne disaient pas « Ah, mais on va dire au mouvement de libération ce qu'il doit faire ». Or, j'ai l'impression que dans la question de la Palestine, sur plusieurs questions, on pourrait revenir sur l'histoire d'Oslo, sur l'histoire de BDS, etc., il y a eu une volonté dans le mouvement de solidarité de dire aux Palestiniens ce qu'ils devaient faire. Et en plus, il y a eu, ça c'est quand même un fait historique, des tergiversations très grandes dans le mouvement palestinien, dont Oslo est un exemple, dont les divisions entre la Hamas et l'OLP sont un autre exemple, etc., qui n'a pas eu à ce niveau, à ce point-là, dans d'autres histoires. Et il y a eu des martyrs de tous les côtés, ça je suis d'accord. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas courageux. Il y avait une idée, il y avait un but. Oui, mais il a changé avec Oslo. Il a changé avec Oslo. Et il n'y a jamais eu de... À la limite, ils auraient pu dire, voilà... mais ça n'a jamais été... C'est même pas très clair, parce qu'il n'y a pas de véritable changement dans la charte, dans les objectifs fondamentaux de l'OLP, mais il y a eu... Bon, c'est un mouvement aussi qui a été soumis à des pressions mondiales inouïes, quoi. À la fois des pays arabes, disons d'une certaine façon, même si on n'aime pas les Palestiniens, on a envie de les soutenir parce que plus loser que ça, plus meurt, je veux dire. Et, je veux dire, mais c'est pas leur faute. Les forces qu'ils ont contre eux sont surréalistes. Ils sont prisonniers, complètement prisonniers, là. Oui, je sais. Mais moi, je maintiens que on ne peut pas résoudre leurs problèmes. C'est à eux de résoudre leurs problèmes, mais ce qu'on peut faire pour eux, comme je l'ai dit, c'est de nous libérer nous-mêmes, de libérer notre expression sur ces questions et d'essayer de forcer nos hommes politiques, mais de les libérer de la charte de Pont dans laquelle ils se trouvent. On ne peut pas faire plus pour les Palestiniens, mais on ne peut pas faire moins. Bon, ça va ajouter juste une question qui me taraude l'esprit quand on parle de tout. Est-ce que vous avez déjà posé la question sur quelle cause pousse tout ce lobby, toute cette force, toute cette énergie qui est dépensée pour défendre finalement l'idée même d'injustice de ces colonies mondiales? C'est quoi la cause, selon vous? C'est quoi? Qu'est-ce qui poursuivent ces gens? Ça dépend de qui vous parlez. Et qui fait peur à tout le monde? Non, mais les gens qui ont peur, ils ont simplement peur pour leur boulot, leur carrière, leurs élections, etc. Les gens, bon, c'est difficile parce qu'on n'est pas tellement amis, donc je n'ai pas beaucoup de discussions directement avec des fanatiques sionistes qui poussent à la colonisation. Donc c'est difficile pour moi d'expliquer leur psychologie, mais dans la mesure où j'ai pu essayer de la comprendre, je pense qu'ils ont ce sentiment, si vous voulez, disons que les Juifs doivent être forts s'ils ne peuvent pas être vaincus. Doivent être forts s'ils ne peuvent pas être vaincus. Mais ils sont déjà à la limite. On a affaire à des gens qui représentent l'élite de nos sociétés. Je veux dire, c'est pas des gens du peuple, quoi. C'est des gens qui ont justement cette force parce qu'ils sont super bien. Oui, ça c'est vrai. Je veux dire, c'est des gens qui sont entretiennent des gens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un entretien systématique dans la communauté organisée. Alors si on rentre vraiment dans la communauté dans laquelle, comme je dis, je n'ai pas mes entrées là-dedans, mais si on regarde un peu les revues, les écrits, etc., alors effectivement, il y a une peur systématique des juifs qui est entretenue dans la communauté. Chaque incident antisémite, s'il y a un truc antisémite en Hongrie, ou il y a quoi que ce soit, vous allez avoir, je ne sais pas, n'importe quel accent, si vous voulez, ça va être répercuté. Donc on va avoir cet entretien de ce sentiment de mentalité que si on cède, tout le monde va nous écraser, nous éliminer, ça nous nouvelle cause, nouvelle Hitler, etc. Et donc tout ça c'est entretenu, vous comprenez? Et donc ça crée un climat d'hystérie, de fanatisme, etc. C'est la psychose de la volonté de puissance, quoi. En fait, ils veulent toujours... Mais moi je suis peut-être moins critique que vous, dans le sens que je pense que c'est aussi un mélange de peur déraisonnée, mais de peur. Mais la peur peut être très mauvaise conseillère, ça peut être des peurs imaginaires, ça peut être
très dangereux, mais je pense qu'il y a une véritable peur. C'est pas que l'idée on est puissant d'écraser tout le monde. Ça, je pense pas. Je pense qu'il y a aussi l'idée que si on lâche l'Est, alors tout le monde va nous écraser. Or, c'est l'inverse. Attends, je vais donner d'abord à M. Delia. Donc, on peut se demander forcément, mais pourquoi Israël, forcément? Pourquoi est-ce qu'ils ne continuent pas à exercer leur lobby en Occident, donc qui laisse, en fin de compte, Israël qui ne leur apporte pas franchement, je pense, énormément de pouvoir en Occident. Enfin, Parce que les gens dont on parle sont sionistes, et le sionisme a identifié la cause juive à la cause d'Israël. Et il aurait pu y avoir des gens qui défendent les juifs avant Israël. Je veux dire, ça c'est un autre problème, où il pourrait y en avoir après. Mais je veux dire, ça c'est encore une autre question. C'est parce que maintenant c'est lié à cette situation où ils identifient la survie, la force d'Israël, etc., comme étant, je sais pas, c'est du nationalisme. C'est du nationalisme, mais délocalisé, si vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre le nationalisme suisse, vous voulez le nationalisme des cantons, français, belges, italiens, tout ça, vous pouvez comprendre. Mais ici, c'est un nationalisme identitaire délocalisé. C'est-à-dire que ces communautés ne sont pas directement dans le pays israélien, mais elles ont des contacts, etc. Et leur sentiment, leur attachement sentimental est parfois à leur pays. Ça, je ne dis pas qu'il n'existe pas pour leur pays d'origine, leur pays dont ils sont citoyens, mais aussi pour Israël. C'est pas la première fois dans l'histoire, les communistes pouvaient être attachés, mettons, à la France et à l'Union soviétique. Je veux dire, sentimentalement, les gens peuvent être attachés à d'autres pays. Aux États-Unis, vous avez des Italiens, vous avez des Cubains, vous avez toutes sortes de gens qui essayent de pousser la politique américaine, ou les Irlandais, etc., dans une direction donnée. Mais aucune n'a la puissance de lobby. Parce qu'aucune n'a la force idéologique non plus, n'a l'arme idéologique que le lobby a. Mais est-ce que l'une de nos peurs, c'est pas aussi le fait qu'on ne voit pas de solution? Alors, il peut y en avoir, mais on ne va pas en parler. Et que, bon, il y a eu ce chantage, mais qui recouvre une certaine réalité. Que le Hamas dirait que tous les Juifs doivent être à la mer. Comment est-ce que le Hamas a dit ça? C'est aussi notre peur, d'une certaine manière. Parce que si on va au bout du raisonnement, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? On dit, mais ouais, où est-ce qu'ils vont aller? C'est arrivé, je veux dire, les Français, ils ont quitté l'Algérie. Ah! Et eux, ils sont en train d'aller. Est-ce que c'est pas aussi? Mais pourquoi ils ont dû quitter l'Algérie? Il faut quand même faire l'histoire de la guerre d'Algérie. Je veux dire, s'il y avait eu des accords plus tôt, des négociations plus tôt, au lieu de faire la guerre d'Algérie, ils avaient des négociations plus tôt, ils seraient restés. Ils sont partis parce qu'ils avaient été juste. Parce que eux, en fait, bon, évidemment, les gens individuellement, ça c'est autre chose, ils ont été pris dans les tragédies de l'histoire. Mais si vous prenez l'action de l'OS, si vous prenez l'action même de beaucoup, si vous regardez l'histoire de la guerre d'Algérie, quand on a voulu donner le vote aux Algériens, ou quand l'État français, parce que l'État français, en tout cas à partir de Gaulle, c'est-à-dire de 58, a voulu faire des concessions. Les Français d'Algérie se sont rebellés, il y a eu un putsch contre De Gaulle parce qu'ils voulaient aller, finalement ça a été l'indépendance, mais c'est pas dit qu'un compromis n'aurait pas pu être trouvé s'ils avaient été plus raisonnables. Alors évidemment, le problème des Israéliens, c'est que peut-être un jour l'histoire se terminera comme ça, sauf qu'ils ont des armes atomiques, c'est pas facile de les vaincre complètement comme ont été les Français d'Algérie, qui en plus ont été soutenus par une métropole qui n'avait plus les moyens ou l'envie de dépenser l'argent qu'ils avaient dépensé dans la guerre d'Algérie. Et le Hamas, moi je voudrais bien savoir quand le Hamas a dit qu'il allait mettre les Juifs à la mer. Le slogan des Juifs à la mer, c'est un slogan qui a été lancé par quelqu'un en Égypte dans les années 50, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui est repris par le Hamas. Et le Hamas a proposé une trêve de 50 ans en échange d'un retour aux frontières 67. Donc même le Hamas, c'est 50 ans, mais tout ça, les réfugiés seront peut-être oubliés dans 50 ans, le retour sera peut-être oublié dans 50 ans. S'il y avait vraiment cette trêve, il a proposé cette trêve. Et donc, il pourrait y avoir mais évidemment revenir au territoire, aux frontières 67, rediviser Jérusalem, redonner une partie arabe à Jérusalem, etc., qui est la capitale éternelle du peuple juif, et puis ça, etc. De l'autre côté, c'est impensable. On ne peut pas mettre sur le même pied le fait que, comme je l'ai dit, effectivement, la profondeur du conflit vient du fait que l'idée d'Israël comme État juif, c'est-à-dire basée sur l'exclusion des Palestiniens, des habitants originaux du pays ou de leurs descendants, est inacceptable pour l'opinion, et le fait que la paix est impossible à cause de cela. Parce que la paix pourrait arriver si réellement il y avait une montée de revenus aux frontières 67.
Mais ça, c'est l'histoire de la comptabilité qui a un terrain qu'il possède illégalement, puis qui construit des maisons les unes après les autres. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il va abandonner un terrain. Or, ils n'ont aucune volonté de le faire, c'est évident. Et le Hamas, mais ce n'est pas, on ne peut pas mettre sur le même pied l'irrédentisme supposé du Hamas ou de l'OLP dans le temps et celui des Israéliens, c'est pas symétrique. Tout d'abord, la première, c'est sur la comparaison que vous avez faite avec le monopole de la pensée christianisme qui a des données. Et puis, il faut savoir, peut-être pour rappeler aussi que cette réforme de la pensée chrétienne qui a pu aussi libéraliser la pensée scientifique à laquelle vous êtes attaché, elle est venue de l'intérieur du christianisme. Et de ce point de vue, je voulais dire que, oui, par exemple, notamment la réforme, il y a que la Renaissance, puis la l'intérieur de la société aussi, pas forcément que l'extérieur. Et je pense qu'il faut aussi compter sur des juifs justement antisionistes. Il ne faut pas les négliger dans la lutte. Et par exemple, vous avez cité avant quelqu'un comme Chevauchan, je pense qu'il est extrêmement important dans cette lutte-là. Et puis, donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et puis, ma deuxième question, par rapport on a beaucoup entendu parler du pouvoir de la communauté juive dans les sociétés occidentales. Je veux dire qu'on pouvait faire une analyse, sans être racialiste, une analyse matérialiste de cette émancipation des juifs à travers les sociétés occidentales, et puis qu'on pouvait effectivement comprendre qu'à un certain moment, on leur a donné le droit de faire du commerce parce que le catholicisme l'interdisait, et qu'effectivement, ils ont pris un certain pouvoir financier en Occident, et qu'aujourd'hui, ce pouvoir est extrêmement puissant. Ils sont aussi dans les médias, dans la finance. Je ne dis pas qu'il n'y a que eux, mais que dans ces domaines-là, ils sont très puissants. Et que ce qui a permis donc l'équivalent de ce monopole de la pensée, comme je disais, avant il était à l'Ancien Régime. Et ce qui a permis de libérer de la pensée, c'est la Révolution française, donc c'est quand même pas rien. C'est une révolution qui a passé par la terreur, qui a passé par l'assassinat de nombreuses personnes et par un monument historique de grande envergure. Alors je voulais savoir si aujourd'hui il fallait pas une réforme structurelle de la démocratie, notamment sur l'universalisme républicain, pour lutter contre les communautarismes, etc., pour vraiment lutter contre ce problème-là. Écoutez, je pense que la question déborde de loin le cas de la conférence et il faudrait presque faire une autre conférence pour répondre à cette question. Disons, sur l'histoire du catholicisme, moi je pensais à celui de ma jeunesse, c'est-à-dire je pensais à l'emprise de l'Église, alors qu'elle avait déjà perdu dans les États étaient nominalement laïques, etc. Mais l'Église pouvait facilement faire interdire un spectacle au Québec ou en Italie, etc. C'est plutôt à ce sens-là, je ne pensais pas à la monarchie de droit divin et des choses comme ça, des formes plus faibles, si vous voulez, d'intimidation, mais qui me paraissent comparables avec ce qu'on appelle le lobby. Quand Bertrand Russell, philosophe anglais assez connu, a voulu donner des cours, été invité à donner des cours à l'université à New York pendant la guerre, une parent d'élèves catholique a réussi à faire interdire ses cours sous prétexte d'immoralité, alors qu'il allait enseigner de la philosophie et de la logique. Et donc, ça, c'était le lobby catholique, si vous voulez, à New York à l'époque. Les temps changent, mais je ne parle plus de ça que de la réforme. La réforme, il faudrait se retourner trop loin, et puis il faudrait discuter aussi dans quelle mesure, quand on dit ce que du théâtre de Galilée, enfin, on ferait toute une conférence là-dessus, c'est assez compliqué, on ne va pas se lancer là-dedans, mais je pensais vraiment aux années 50, 60, où il y a eu au Québec, par exemple, la Révolution tranquille, il n'y a pas eu d'effusion de sang, rien du tout, mais où la mainmise du clergé qui était très très forte sur la société québécoise a disparu. La même chose s'est passée en Flandre, la même chose s'est passée en Italie, etc. Enfin, jusqu'à un certain point. Mais c'est dans ce sens-là que je pense qu'une transformation peut être faite de façon très très pacifique, très très, comment dirais-je, non violente, etc. Mais il faut libérer son esprit, il faut prendre conscience de la réalité et de comprendre que cet aspect de la réalité n'est pas antisémite. Quand je discutais avec Danforth, mon ami juif américain qui m'a expliqué tout le fonctionnement du lobby, souvent je lui disais, mais enfin, est-ce que tu dis antisémite? Il me répondait invariablement ceci. Il me dit, c'est antisémite que si la vérité est antisémite. C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que ce qu'on dit est vrai ou faux? Avant de dire si c'est antisémite ou pas, est-ce que c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, par définition, c'est pas antisémite. Ce qui est antisémite, c'est de dire des choses fausses, péjoratives sur les juifs, ou sur certains juifs. Ça peut être antisémite. Mais sur la question dont j'ai parlé, la liberté d'expression du lobby, la politique, etc., ça me paraît un dossier très argumenté. Maintenant, si des gens veulent dire que la Révolution française ou russe, etc., a été financée par des juifs ou qu'il y a des complots juifs à gauche et à droite, ça c'est une autre question. C'est pas ça que je voulais discuter. Moi, je parlais de politique concrète aujourd'hui. Parce que je me préoccupe de la situation.